Merci Alain Richard de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Élu du Val d'Oise, membre du groupe Rassemblement de démocrates progressistes et indépendants, c'est le groupe des sénateurs de la majorité présidentielle, et vous êtes vice-président du Sénat. On va parler de cette allocution d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui veut tourner la page. On va le voir dans quelques instants. Mais d'abord, cette allocution, avec un peu de recul, est-ce que vous jugez qu'elle a été utile ? Il faut forcément que le président indique ce qui va être ensuite la mission du gouvernement, des parlementaires, et des partenaires sociaux, de se donner un certain nombre de projets, d'objectifs, de finalités pour la période qui vient. Alors, il a dit les 100 jours. Vraisemblablement, une partie de ces travaux vont se prolonger. Je crois que l'intention est pas le bon cap. Dans les 3 mois qui viennent, beaucoup de choses seront mises en route. Et en effet, après, il y a un sujet, disons, d'attente de résultats. Et il faut qu'il y ait un rythme, c'est-à-dire il faut que les décisions qui sont prises portent effet relativement vite. Est-ce que le président, on a compris, lundi soir, il cherche à tourner la page de la réforme des retraites. Vous pensez vraiment pouvoir réussir à tourner cette page ? Toutes les réformes des retraites qui ont eu lieu depuis 20 ans, et peut-être même, d'ailleurs, c'est une qui était assez problématique, qui rendait la retraite moins intéressante. La première a été prise par le gouvernement d'Édouard Balladur en 1994, si j'ai bonne mémoire. Toutes ces réformes sont entrées dans les faits et sont entrées aussi dans les réflexions et dans la sensibilité des Français. Donc vous ne croyez pas quand les oppositions disent qu'elles reviendront plus si elles arrivent au pouvoir, vous n'y croyez pas ? Personne n'a jamais fait. Cela dit, j'ai quand même vu mes collègues socialistes, dans la difficulté politique, signer un accord politique, celui de la NUPES, disant nous sommes pour la retraite à 60 ans. Alors que, naturellement, quand nous étions aux responsabilités ensemble, personne n'a envisagé de rabaisser l'âge de la retraite, qui était de 62 ans, et on a rajouté la condition des 42 ans d'activité à l'époque. Donc, je crois que, même si c'est une réforme qui entraîne en effet un effort supplémentaire, les Français vont entrer dedans, oui. Mais on le voit, le président de la République. Et il y aura encore pendant les mois, peut-être les semaines qui viennent, des manifestations de mécontentement, mais qui, je crois, seront concentrées de plus en plus sur un noyau militant de personnes qui, de toute façon, ont envie de contester le pouvoir actuel en oubliant qu'elles ont été placées en minorité par les électeurs. Et il y aura donc des incidents, des choses déplaisantes, par exemple au moment des déplacements ministériels. Il aura du mal à se déplacer, le chef de l'État ? Oui, mais après, c'est quand même préparé de façon assez professionnelle, donc il n'y a pas trop d'imprévus. Il veut renouer avec les Français, on le voit, il sera cet après-midi en Alsace, demain dans l'Hérault. Vous pensez que c'est possible, ou le lien est rompu entre lui et les Français ? Non, je pense qu'il y a un quart des Français qui sont très hostiles à la politique que nous menons. Et c'est vrai que ça s'assortit souvent d'une crispation ou d'une aversion à l'égard de la personne du chef de l'État. Et il y a un autre quart, même un peu plus important, qui dit ça va à peu près, c'est ce qu'on souhaitait, c'est ce qu'on croit souhaitable pour nous et pour le pays. Et puis au milieu, il y a un éventail d'opinions et de positions des Français dans la vie publique qui sont en désaccord sur certains points, mais qui peuvent aussi reconnaître qu'il y a des domaines dans lesquels on a progressé. On va continuer à progresser. Comment vous faites pour les reconquérir, ces Français ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que doit faire la majorité présidentielle ? Je crois qu'il y a 2 sujets qui me paraissent, moi, premiers. L'un des sujets sur lequel les projecteurs ont été mis par la réforme des retraites, c'est les conditions de travail, la sécurité au travail, la prévention de l'usure professionnelle, notamment pour les gens dans la deuxième moitié de la vie professionnelle. Donc là, il y a des accords professionnels, des arrangements, parce que on parle toujours de l'épaisseur du code du travail. 60 ou 70%, et c'est heureux, de cette épaisseur résulte d'accords entre les organisations syndicales et les employeurs pour améliorer des garanties, des protections, etc. Donc je pense qu'il y a besoin d'une phase supplémentaire pour accompagner, mieux encadrer, mieux soutenir la deuxième partie de la vie professionnelle, et ça englobe de retravailler sur le sujet de qui est considéré comme en pénibilité pour le calcul de la retraite anticipée. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le système de santé,
qui est à la fois extraordinairement performant quand on voit la qualité de soins dont nous sommes capables, et qui a des problèmes d'effectifs et d'organisation, qui fait que nous devons au moins garder les emplois que nous avons, et améliorer le recrutement encore pour les personnels médicaux, et le distribuer correctement sur le territoire. Sur la question du travail, parce qu'effectivement c'est un chantier important, on pensait que la loi travail serait présentée avant l'été. Hier, le chef de l'État a dit qu'il laissait aux partenaires sociaux jusqu'à la fin de l'année pour négocier le nouveau pacte sur la vie au travail. Est-ce que ça veut dire que la loi travail ne sera pas présentée avant l'été ? Je me pose aussi la question, et précisément, ça correspond au premier moment de notre échange. Moi, ça faisait un moment que, en observant, enfin en participant à tous ces débats, je me disais, la loi travail, en fait, nous avons que le quart des articles à écrire, le reste viendra des partenaires sociaux. Bon. Donc, si on veut que ce soit conclusif, si on veut que ça apporte vraiment des changements qui soient positifs pour les salariés et qui permettent de garder tous les salariés au travail, c'est aussi ça, c'est de pas multiplier les congés de maladie, les inaptitudes, etc. Il vaut mieux qu'ils prennent un peu de temps. Donc renoncer à la présenter avant la fin de l'été. Ça nous posera un problème de management du calendrier, puisque on a du mal à passer plusieurs textes importants pendant la session où on a le projet de loi de finances et le financement de la sécurité sociale. Mais je pense qu'il faudra qu'on le fasse. Donc attendre, vous conseillez d'attendre la fin de l'année. Laurent Berger a dit qu'il finirait par retourner à la table des négociations. Vous comprenez sa position ? Vous comprenez qu'hier les syndicats ne se soient pas rendus à l'Élysée ? Oui, bien sûr. En plus, Laurent Berger, c'est quand même l'homme qui a amené la CFDT après une situation où moi j'ai connu à d'autres époques des situations dans lesquelles en gros le poids de la CFDT c'était la moitié du poids de la CGT. Bon, il a, ses prédécesseurs aussi, mais il est celui sous la bannière duquel, sous l'autorité duquel la CFDT dans les élections professionnelles, quand les salariés votent, a obtenu la première place de représentativité. Et mon sentiment, mais je peux être jugé un peu partial, est que l'écart continue à se creuser, que la CFDT gagne encore en niveau de confiance. Donc, il avait un mandat de son syndicat, alors que le débat avait lieu au sein du syndicat, en disant est-ce qu'on accepte une nouvelle réforme des retraites parce qu'on voit bien que le système ne va pas s'équilibrer, c'est des gens parfaitement responsables. Bon. Le résultat du congrès, donc d'une représentativité de la base de la CFDT, a abouti à dire non, on négociera pas sur ce point-là. Donc il a tenu sur cette position, il l'a fait loyalement, et moi j'ai pas de critique à porter sur la façon dont il s'est exprimé. Mais Emmanuel Macron n'a pas été trop dur avec lui, il s'en est beaucoup pris à la CFDT. C'est une erreur ? C'est un sentiment de déception. Parce que c'était naturellement le partenaire avec lequel on pensait pouvoir dialoguer. Mais je crois qu'il faut qu'on sache... je me mets à la place du président. Il faut qu'on sache dominer ce sujet de désaccord et de mésentente au moment des retraites. Et il est clair que sur un sujet en particulier comme les progrès concrets vécus à partir des conditions réelles de travail sur lesquelles on va pouvoir travailler, la CFDT est à mon avis, l'interlocuteur qui travaille le plus. Hier, Bruno Le Maire et Gabriel Attal ont tous deux parlé du plan de lutte contre la fraude fiscale et sociale. Il sera présenté en mai et Bruno Le Maire a eu cette phrase qui a fait réagir. Nos compatriotes en ont ras-le-bol de la fraude, ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes et les renvoyer au Maghreb ou ailleurs alors qu'ils n'y ont pas le droit. Le modèle social n'est pas fait pour ça. Vous approuvez ces propos ? J'aurais eu mal à... Comment dire ? D'abord, le sujet de la lutte contre la fraude est en préparation du gouvernement. Gabriel nous en parle pratiquement tous les 15 jours. Ça fait 3 ou 4 mois que le gouvernement travaille là-dessus, donc ça sort pas du chapeau. Deuxièmement, toute fraude, beaucoup de fraudes sont internationales. Une partie importante des pertes que nous faisons en recettes de TVA, par exemple, viennent de manipulations qui consistent à faire entrer et sortir, parfois fictivement d'ailleurs, des marchandises imposables de France et à la sortie. Bon, donc en ce qui concerne la fraude sociale, c'est-à-dire les manœuvres ou les faux qui aboutissent à faire bénéficier une personne de prestations auxquelles elle n'a pas droit, bien une partie se fait, c'est vrai, dans des familles qui ont une branche de la famille
en France et une autre branche de la famille dans un pays d'émigration. Donc, franchement, de dire que ceci est une offense à quoi que ce soit, c'est juste une réalité que chacun connaît, et ça n'est pas scandaleux de le mentionner. On va parler de Taïwan, puisque vous êtes président du groupe d'études France-Taïwan au Sénat. Les récents propos d'Emmanuel Macron sur la Chine et Taïwan ont provoqué la consternation de nos alliés. On en parle avec notre journaliste parlementaire, Steve Jourdan. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour monsieur le sénateur. Et Steve, Emmanuel Macron a suscité quelque peu la polémique la semaine dernière avec ses propos sur Taïwan. Vous nous rappelez les faits ? Oui, 3 jours de visite d'État en Chine, une interview, une quasi-crise diplomatique. On va voir les propos qui ont suscité effectivement un tollé auprès de nos alliés. On est dans l'avion entre Pékin et Canton. Emmanuel Macron déclare à nos confrères des Échos la chose suivante. Avons-nous intérêt à une accélération sur le sujet de Taïwan ? Non, la pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. Le piège pour l'Europe serait qu'au moment où elle parvient à une clarification de sa position stratégique, elle soit prise dans un dérèglement du monde et des crises qui ne seraient pas les nôtres. Fin de citation. Levée de boucliers à Washington et dans les capitales européennes. On reproche notamment à Emmanuel Macron de ne pas choisir entre la démocratie américaine et le totalitarisme chinois qui ambitionne de mettre la main sur Taïwan. Quelques heures plus tard, le chef de l'État a précisé sa pensée. Écoutez-le. La France est pour le statu quo à Taïwan. La France soutient la politique d'une seule Chine et la recherche d'un règlement pacifique de la situation. C'est d'ailleurs la position des Européens. Et c'est une position qui, de tout temps, a été compatible avec le rôle d'allié. Mais c'est justement là que j'insiste sur l'importance de l'autonomie stratégique. Être allié ne signifie pas être vassal. C'est pas parce qu'on est allié, qu'on fait des choses ensemble, qu'on décide de faire, qu'on n'a plus le droit de penser tout seul. Et Steve, que peut la France dans ce conflit alors que, rappelons-le, nous n'avons pas de relations diplomatiques avec Taïwan ? Oui, c'est vrai, officiellement, Paris n'entretient pas de relations avec l'île, mais officieusement, des échanges existent bel et bien. Il y en a même beaucoup, notamment en matière économique, en matière scientifique. Un chiffre pour vous montrer l'importance de Taïwan dans l'économie mondiale. L'île produit près de 60% des semi-conducteurs de la planète. Il s'agit de ces puces électroniques indispensables pour les voitures, les avions, les smartphones. Et qui dit enjeu économique dit aussi intérêt politique pour l'Occident. Des parlementaires se rendent donc régulièrement sur l'île. On va voir des images de sénateurs en visite à Taïwan. C'était début septembre. 5 élus ont été accueillis, on voit, par les autorités locales. En ce qui vous concerne, Alain Richard, vous aviez fait le déplacement, c'était en 2021. Vous êtes, on rappelle, le président du groupe d'échange et d'études Sénat Taïwan. Après les propos d'Emmanuel Macron, vous dites quoi aux Taïwanais ? Pardon pour cette bourde ? Non, c'est pas l'expression que j'emploierais. Je dirais simplement que le président a trop résumé sa pensée et a trop concentré l'expression de ce qu'il voulait dire. C'est une gaffe. Son sujet était la relation Europe-États-Unis dans la discussion avec la Chine. Et ce qu'il voulait montrer, c'est qu'il y avait tellement d'intérêts en jeu, que ce soit de sécurité ou économique, que les Européens devaient manœuvrer collectivement et ne pas forcément suivre les initiatives des États-Unis, parce que il faut pas qu'on ait la mémoire trop courte. Les initiatives des États-Unis, ça peut aussi des initiatives à la Trump, avec des effets problématiques. On a compris, c'est qu'Emmanuel Macron, il a précisé ses propos, mais vous dites que c'était une gaffe ou une erreur ? Ce qui, moi, m'a paru ennuyeux, c'est qu'il emploie l'expression des crises qui ne sont pas les nôtres. Alors qu'il venait de parler des relations avec la Chine, donc de dire que la situation et la tension sur Taïwan n'est pas notre problème, ça c'est pas ce qu'il pensait. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu besoin d'une rectification. Il a parlé trop vite. Et par ailleurs, il y a une tension entre Européens, ça c'est vrai, entre ceux qui pensent, et nous sommes parmi évidemment les premiers historiquement, à dire l'Europe doit assumer sa propre protection, même si elle a une alliance avec les États-Unis, qui est une alliance régionale, qui porte sur la sécurité de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Ça n'est pas une alliance qui porte sur la situation dans le monde entier. Bon, même s'il y a une coopération. Donc, nous pensons que dans cette alliance, l'Europe doit assumer ses plus fortes responsabilités, ce qui implique d'ailleurs de mieux s'armer. On voit les déficits à l'heure actuelle.
alors qu'une partie de nos amis européens, et je pense notamment à la Pologne, ça c'est le cas le plus flagrant, disent nous n'avons confiance que dans la protection des États-Unis. Donc l'idée d'une défense européenne autonome nous paraît être mal placée. En creux, dans les propos d'Emmanuel Macron, il rejette un peu la tension dans le détroit de Taïwan sur les États-Unis. Est-ce que c'est ce que vous avez aussi entendu? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Voilà, vous avez bien fait de remontrer la phrase écrite. Il n'a pas dit ça exactement, mais quand vous parlez de rythme américain et de surréaction chinoise, et que vous êtes en Chine, vous faites comprendre que ce qui se passe à Taïwan viendrait d'une action américaine sur laquelle les Chinois réagiraient. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la visite de Madame Pelosi, qui n'était pas forcément tout à fait judicieuse, et qui n'était pas demandée par les Taïwanais, d'ailleurs. Mais la propension de la Chine, enfin le pouvoir chinois actuel, à vouloir exercer une pression armée sur Taïwan jusqu'à la reconquête par la violence, c'est pas une idée américaine. Et d'ailleurs, les États-Unis continuent à dire qu'ils n'ont pas de traité d'alliance avec Taïwan et qu'ils ne considèrent pas que l'action américaine serait automatique dans une telle situation. Vous allez, je crois, faire le déplacement à Taïwan dans quelques jours. Oui. Quel est l'objectif de ce déplacement ? C'est de se concerter avec d'abord nos partenaires parlementaires et parler des évolutions de législation et des progrès qui se font chez eux, mais c'est aussi en effet de dialoguer avec le gouvernement sur leur situation de sécurité et puis sur les échanges économiques du fait que Taïwan, ils le font parfois remarquer malicieusement, pourrait être au G20, puisque c'est la 20e économie mondiale. Donc nous avons beaucoup de relations, notamment sur le champ évidemment des process électroniques. Et donc vous y allez dans quelques jours avec une partie des sénateurs ? Oui, nous sommes une délégation de 5 avec une représentativité des différents groupes. Merci Steve. Bien sûr, Yann, on parlera de la fraude fiscale et de la fraude sociale tout à l'heure. Ce sera à suivre dans le club. Un mot sur la loi de programmation militaire. Alain Richard, vous êtes ancien ministre de la Défense. Le gouvernement souhaite adopter cette loi 2024-2030 d'ici l'été. 413 milliards d'euros, c'est le budget. Mais le texte a connu un premier revers à l'Assemblée nationale, suspendu de l'ordre du jour parce que les Républicains, suivis par les autres oppositions, ont mis en cause l'étude d'impact qui porte sur les dispositions financières. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer. Vous comprenez la démarche des Républicains ? Je la comprends comme une manœuvre d'opposition, ça fait partie. Ils ont le droit de soulever ce problème et pour la première fois depuis longtemps, il n'y a pas une majorité qui suit habituellement le gouvernement au sein de la conférence des présidents. La règle qui a été fixée par une réforme constitutionnelle qui est juste, à mon avis, en 2008, c'est qu'une loi, un projet de loi apporté par le gouvernement doit comporter toute une série de documentations et de justificatifs qui démontrent que la solution de faire une nouvelle loi se justifie et va produire, on en attend des résultats qu'on est capable d'évaluer et de chiffrer. Bon. Et donc, sur le fond, c'est justifié ou c'est une démarche politique où il y a de vraies lacunes financières ? On va voir ce que va dire le Conseil constitutionnel. Mais il y a quand même une masse d'informations et de données qui permettent de voir ce que va être l'impact de cette loi de programmation militaire sur 6 ans, avec une série de transformations industrielles, bon, comme c'est l'objet des lois de programmation depuis le général de Gaulle. Donc, il me semble qu'il y a largement de quoi informer le Parlement sur ce que vont entraîner les mesures de la loi de programmation, mais en droit, la conférence des présidents peut dire « Stop, nous demandons à ce que le Conseil constitutionnel atteste, vérifie que l'étude d'impact est suffisante. » Et le gouvernement peut aussi compléter l'étude d'impact, apporter des données supplémentaires pour faciliter le dialogue. Donc moi, je ne perds pas espoir. Après tout, on peut siéger jusqu'au 20 ou 25 juillet. Je ne perds pour pas vous, espoir. Ça n'enlèvera pas le fait que la loi sera adoptée avant l'été. En plus, pardon, mais c'est vraiment visé un peu à côté de la cible, parce que tout le monde voit que la loi de programmation militaire apporte un soutien très important à nos armées, permet d'accélérer un certain nombre de programmes et d'aboutir à la dotation en armement au dernier état de technique de nos armées. Donc sur le fond, je suis à peu près sûr que tout le monde va voter pour à la fin. Et un mot, donc pas de conséquences pour vous sur le calendrier, sur les fabricants d'équipements. Là non plus, pour vous, ça n'aura pas de conséquences ? C'est le contraire. La loi de programmation, j'allais dire un peu, est faite pour eux. Elle est faite en tout cas pour leur dire, voilà, ce qui va se passer. Non, le retard, il va se compter en semaines. Donc pas d'impact. On va aller voir l'actualité du côté de chez vous,
On va à Cergy retrouver Romain Chiron. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, chef d'édition du Parisien Val d'Oise. Et Romain, on revient avec vous sur l'aménagement du triangle de Gonesse. Quels sont les enjeux d'abord ? Les enjeux, ils durent depuis maintenant plusieurs années. L'enjeu, c'était un énorme projet d'urbanisation sur ces terres agricoles avec le projet Europa City, un méga complexe de loisirs, commerce et restaurants soutenu par la majorité des élus locaux, mais contesté par les associations de défense de l'environnement. Ce projet a finalement été abandonné en 2019 par Emmanuel Macron qui jugeait ce modèle dépassé. Ça n'a pas forcément mis fin à tous les projets d'aménagement, il y en a toujours qui sont en cours et notamment une gare du Grand Paris Express qui doit arriver à l'horizon 2028, une gare au milieu des champs selon ses détracteurs. Moi je voulais interroger Monsieur Richard sur le rôle de l'élu local sur ce genre de projet. Vous avez été maire de Saint-Ouen-l'Aumône pendant longtemps, député du Val d'Oise également. Je voulais savoir, en tant qu'élu local, est-ce que les enjeux économiques avec les retombées d'emploi qu'il y a aussi derrière, est-ce que ça prend le pas ou pas sur les enjeux environnementaux ? Écoutez, nous avons transformé toute l'Île-de-France depuis 2 siècles en réalité. Si vous prenez la carte de l'Île-de-France au début du 19e siècle, et la carte aujourd'hui, il est clair que nous avons transformé cet espace et que l'agriculture et la nature y ont perdu de la disponibilité et que les hommes et leurs activités et leurs conditions de vie ont occupé une place plus grande et puis la mobilité est devenue plus importante. On a créé tout le réseau de transport public. Donc, je sais bien que nous devons aller vers un ralentissement puis un arrêt de la consommation d'espace. Encore faut-il qu'on sache bien mesurer quand on consomme de l'espace en perdant de la biodiversité, car il y a aussi de la biodiversité dans les espaces urbains, et c'est notre job en tant qu'élus locaux de la préserver et de la renforcer. Et donc, pour aller sur le sujet du triangle, je rappelle que c'est une zone d'aménagement prévue par l'État depuis plus de 15 ans, et qui a un objectif d'emploi pour l'essentiel, puisque nous sommes à la croisée des voies de transport et les voies routières qui viennent de l'autoroute de l'aéroport Charles de Gaulle et du Nord. Et donc ces terrains-là ont vocation à fournir de l'activité supplémentaire. Et vous n'ignorez pas que ce même secteur est marqué par 5 ou 6 grandes communes qui sont Villiers-le-Bel, Sarcelles, Garges, Gonesse, Goussainville, qui sont des cités populaires dans lesquelles il y a encore des déficits d'emploi. Donc, moi, je n'ai pas de doute qu'une partie, en tout cas, du triangle de Gonesse doit être, comme c'est prévu, comme c'est dans les textes, comme c'est dans la régularité, urbanisée pour fournir de l'activité économique et de l'emploi. Romain, une autre question ? Non, effectivement, ça rejoint ma question. C'est très difficile aujourd'hui, je pense, de concilier cette problématique de préservation des terres agricoles et effectivement avec cette nécessité de développement économique dans un département en plus qui est le plus jeune d'Île-de-France, qui est très dynamique. Et où il y a des aménagements qui sont nécessaires à faire. Oui. Avec un foncier qui est peu important aussi. Oui, mais plus d'emplois hors de Paris veut dire aussi moins de concentration, moins de tensions urbaines. C'est-à-dire que quand vous regardez le parcours depuis 20 ou 25 ans, la proportion des emplois d'Île-de-France qui sont hors de Paris et qui se développent dans des sites mieux adaptés, avec un peu d'espace et de possibilités d'évolution dans le temps, depuis la création de la Défense il y a plus de 60 ans, c'est un process qui continue à se développer et qui est sain, à mon avis, pour une agglomération. La présidente de la région parle maintenant d'une région des 20 minutes, c'est-à-dire que on est son emploi, sa formation, son lycée, etc., à relativement proximité de chez soi, sans devoir tout faire en passant par Paris. Il me semble que l'aménagement du triangle, à un endroit qui est déjà desservi, et on n'est pas à 100 ou 150 hectares d'agriculture de plaine près, il me semble vraiment
que c'est un projet qu'il faut soutenir. Puisqu'on parle de votre département, Alain Richard, vous faites partie des départements renouvelables pour les sénatoriales de septembre. Vous serez candidat à votre réélection ? Oui, je serai candidat. Merci pour l'information. Je commencerai à présenter ma campagne et ma liste dans quelques semaines, oui. Et on suivra tout ça. Merci Alain Richard, merci d'être venu nous voir. Merci Romain Chiron d'avoir été avec nous. La une du Parisien, c'est Carrefour lève le tabou sur les congés menstruels. C'est la une du Parisien ce matin. Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous. Merci Alain Richard d'être venu nous voir pendant cette première demi-heure. Un plaisir. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, on parlera d'Emmanuel Macron. Peut-il tourner la page de la réforme des retraites comme il le souhaite ? Il multiplie les déplacements. On va voir tout ça dans le club. Et on en parle tout de suite avec notre invité Sébastien Chenu. Nous rejoint.